Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. On va parler trahison, mensonges, secrets et machinations. Aujourd'hui, on va parler du complot historique de Catilina contre Cicéron. Petit disclaimer, cette histoire se déroule au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc toutes les dates sont avant Jésus-Christ. Voilà, je dis au cas où j'oublie de le préciser. Nous sommes à Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et je vous présente Lucius Servius Catilina. Lucius est issu d'une famille noble, une gens comme on l'appelait à l'époque, et sa famille c'est les Sergia, donc il est issu de la gens Sergia. C'est un homme à la réputation de dépravé, un être méchant qui ne respecte rien et qui est dévoré d'ambition. En moins 68, Catilina est élu préteur pérégrin, c'est-à-dire un magistrat qui est de rang sénatorial et qui administre les provinces. Et dans ce cadre, il est envoyé 2 ans en Afrique. Puis il revient à Rome en 66 et il essaye de passer à l'étape supérieure en se faisant élire consul. Alors c'est quoi un consul ? En fait, dans la Rome antique, le pouvoir est organisé par diverses assemblées, appelées comices, et les consuls sont des magistrats qui exercent l'imperium, le pouvoir suprême civil, et ils commandent les armées. Alors bien sûr, ils n'avaient pas le pouvoir absolu, parce qu'ils devaient rendre des comptes au Sénat, et ils étaient élus pour 1 an, et toujours au nombre de 2 pour éviter d'avoir un dictateur. À son retour, donc en 66, il essaie de se faire élire consul, mais il est accusé de consusion, c'est-à-dire de corruption. Étonnant. Mais il est acquitté. Cependant, cette histoire l'empêche de se présenter en temps et en heure, et ça l'énerve. Il se représente l'année suivante, mais c'est un échec. Il n'est pas élu. Et là, la colère, elle commence à monter. Et il commet sa première conjuration, du mot conjuro, qui veut dire jurer ensemble. Il se met alors à comploter avec ses amis, Anthronius et Sulla, 2 anciens consuls, et Crassus et César, 2 sénateurs. Leur but est d'assassiner les 2 consuls en place, Cotta et Torgatus, histoire de renverser le Sénat et donner la dictature à Crassus et permettre à César de devenir le maître de cavalerie. Et par la même occasion, de rendre à Sulla et Anthronius leur rôle de consul. Mais ça fonctionne pas. Pourquoi ? Eh bien en fait, le jour J, Crassus ne se présente pas. On ne sait pas pourquoi, le réveil a certainement pas dû sonner. Mais le problème c'est que, ne voyant pas Crassus, César ne donne pas le signal prévu, et ça tombe à l'eau. Qu'à cela ne tienne, on décide de reporter le complot au nonnes, c'est-à-dire le 5 février, en plus de tuer les consuls, et si on tuait carrément tout le Sénat. Il rassemble une armée d'insurgés et il prépare le complot. Malheureusement, ça part encore, car le jour prévu, eh bien les insurgés ne se présentent pas. Ils n'y ont pas cru, ils ne se sont pas déplacés. Aïe caramba, encore raté. Mais bon, Catilina n'est pas un homme à abandonner. Il retente sa chance aux élections en 64 et, évidemment, il est encore battu. Et cette fois-ci, pas par n'importe qui, par le sénateur, écrivain, orateur, Marcus Tullius Cicero, alias Cicéron. Rien que ça. Pour la petite anecdote, Cicero, ça veut dire pois chiche, parce qu'en fait, un des ancêtres de Cicéron avait une verrue sur le nez en forme de pois chiche. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire, ça commence à courir sur le pois chiche de Catilina. Il se réunit alors un soir avec des amis qui sont comme lui, pas du tout contents du pouvoir en place, et ils conspirent. Ah, ils conspirent bien. Ils décident de commettre une 2e conjuration, on ne les arrête plus. Et cette fois, ils n'y vont pas de main morte. Objectif, assassiner Cicéron, tuer tous ceux qui vont se mettre en travers de leur chemin, et faire brûler littéralement Rome en provoquant des incendies partout dans la ville. Et comme ça, ils vont pouvoir s'emparer du pouvoir. Mais le bas blesse dès la première étape.
à savoir assassiner Cicéron. En fait, Cicéron il va échapper à la tentative d'assassinat. Comment ? Eh bien, par l'amour. En fait, c'était l'amant de l'épouse de l'un des conspirateurs. Et lorsque celui-ci s'est vanté devant sa femme de son plan, elle a vite filé en douce pour prévenir son chéri. Comme quoi, ce conspirateur-là, il avait vraiment de bonnes raisons de conspirer. Cicéron arrive à échapper à la tentative d'assassinat. Et le lendemain, Catilina se présente au Sénat pour une réunion, assis au premier rang, tranquille, pépère, comme si de rien n'était. Et quelle ne fut pas sa surprise en voyant débarquer Cicéron, remonté à bloc, et qui demande immédiatement à avoir la parole. Il décide de dénoncer l'attaque publiquement. Et il dira ces mots célèbres « Cusque tandem abuter, Catilina, patienta nostra ». Mais enfin, jusqu'où, Catilina, prétends-tu abuser de notre patience ? Jusqu'à quand auras-tu l'insolence de nous larguer ? Et là, il déballe tout ce qu'il a sur le cœur. Il va même dire des mots célèbres « O tempora, o mores », quelle époque, quelle mœurs. Et même s'il tente par 3 fois d'interrompre, Catilina n'arrive pas à se défendre correctement car c'est un piètre orateur. Le sénateur Cicéron, complètement énervé, déballe tout. Car il n'ignore absolument pas les réunions secrètes tenues pendant la nuit. Il raconte même qu'ils se réunissent chez Porcius Laeca, membre d'une grande famille romaine. Et il ajoute qu'il sait que parmi les sénateurs présents, certains étaient présents lors de ces réunions. Ah oui, ça tire à balles réelles. Il dira « Ces hommes qu'il faudrait supprimer par le fer, je ne les blesse même pas par la parole. » Oui, ça fait mal. Il révèle alors l'ensemble du plan. Catilina aurait prévu de partir pour l'Étrurie, la Toscane, de revenir et de provoquer des incendies, et évidemment de le tuer. Et c'est plus un danger contre lui-même, mais bien contre l'État, contre la République, contre le monde. Pardon, je m'emballe. Il ordonne à Catilina de quitter la ville avec ses complices, ce ramassis de gens perdus, et les condamne à l'exil. Mais il est tellement fâché, Cicéron, qu'il continue ses véhémences contre Catilina. Il s'en prend maintenant à sa vie privée et rappelle au sénateur qu'une rumeur circule au sujet de l'accusé, comme quoi il aurait assassiné sa première femme ainsi que son premier fils pour pouvoir se remarier tranquillement. Vraiment, il n'y a pas à dire, c'est une chouette personne. Mais bon, malgré ça, ni le Sénat ni Cicéron n'ont le droit d'exiler quelqu'un. Ça, c'est le rôle du tribunal. Et pour faire intervenir le tribunal, il faut des preuves tangibles. Et en fait, Cicéron, il espère quelque part qu'en le dénonçant publiquement, Catilina décide de s'exiler par lui-même. Et il va faire ça. Il part en Étrurie. Mais, on commence à le connaître, il n'a pas perdu ses envies de vengeance. Au contraire, elles sont décuplées. Et s'il rejoint une armée d'insurgés en Étrurie, il laisse à Rome des complices. Et évidemment, un autre complot a lieu. Cicéron réchappe encore une fois à la mort et décide de retourner au Sénat, mais là, il est vraiment en colère. Et il raconte ce qui se trame, et là, quand même, le Sénat décide d'agir, et les comploteurs sont arrêtés et directement exécutés. Mais bon, pas Catilina, parce que lui, il est toujours en Étrurie. Le Sénat décide alors d'envoyer des troupes pour le retrouver, et une bataille éclate. Catilina y perdra la vie en 62. Cette histoire, elle a tellement marqué Cicéron que 3 ans plus tard, il dépose sur papier les 4 discours qu'il a prononcés contre son ennemi juré, dans ses célèbres Catilinaires. Un titre tellement ancré dans notre monde qu'il est même devenu synonyme de discours violent contre quelqu'un. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et si vous voulez connaître d'autres histoires de complots à travers l'histoire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. C'était History Club, à bientôt.